Voilà, il est 17 heures ici à Paris, il est 16 heures pour vous à Dublin. Bonjour bonjour à tous à Dublin, en Irlande, en France, et merci à l'Alliance française de Dublin et à Christine Weld qui ont aménagé ce Facebook Live où je vais vous parler de mon dernier livre et d'une certaine façon des façons de comprendre l'amour, l'amour relationnel, l'amour physique. Alors je me présente, Philippe Breneau, je suis psychiatre, je suis anthropologue, je dirige les enseignements de sexologie à l'université de Paris, elle s'appelle comme ça aujourd'hui, c'est un nouveau nom, à l'université de Paris. Ce sont des médecins, des psychologues, des soignants qui suivent plusieurs années pour essayer de comprendre la complexité de la sexualité. L'amour, c'est très simple, tout le monde vous le dira, nous le pensons tous lorsque nous y sommes confrontés pour les premières fois. Et puis lorsque, avec l'expérience, dans un même couple, dans des couples successifs, on a cette expérience amoureuse, quelquefois à plusieurs reprises, bon, on se rend compte que c'est pas si simple que ça, c'est un petit peu compliqué. Alors, je vous en parlerai à propos de ce livre que je peux vous montrer, qui s'appelle Pourquoi c'est si compliqué l'amour. C'est un ouvrage qui est paru l'année dernière. Il est sous-titré Comprendre nos différences pour une vie à deux épanouie. Alors je parlerai essentiellement de l'amour dans les couples hétérosexuels, parce que ces différences, c'est des différences hommes-femmes. Il y a d'autres difficultés, d'autres complexités, j'allais dire, dans les couples homosexuels que je suis. C'est pas les mêmes. Là, il y a des différences de nature et de culture. Mais tout n'est pas construit. Même si aujourd'hui, il y a une sorte de tendance à penser que la nature n'existerait pas. Et cette très belle phrase qui est sur le bandeau du titre, de mon ami Boris Cyrulnik que vous connaissez, ce livre captivant élucide enfin la controverse des sexes. Oui, il y a une controverse depuis très longtemps. Cette controverse, c'est les hommes et les femmes sont-ils pareils, identiques? Évidemment non. De quelle nature? Il y a énormément de cultures. Ce sont des différences apprises, c'est pour ça qu'on essaie de limiter tout ce qui était discrimination. Par contre, il y a des différences de nature, et je vais en parler, puisque ces différences de nature vont amener essentiellement, c'est des histoires dans notre lignée, du fait de l'histoire de l'humanité, de la séparation des hommes et des femmes pendant des millénaires, ont amené des comportements, ont amené des codes différents. Essentiellement deux types de codes. Des codes langagiers, nous avons les mêmes mots mais nous ne parlons pas la même langue. Là je ne développerai pas, mais ils sont très importants notamment dans le couple, parce que très souvent on va attribuer à l'un quelque chose qui est peut-être très féminin ou très masculin, alors que traditionnellement vous savez très bien qu'on allait dire, eh bien c'est un Dupont et c'est une Durand et c'est en fonction des familles. Souvent, on attribuait les traits de caractère aux familles. Avec Freud, on les a attribués à la névrose. Tu n'as peut-être pas résolu ton Oedipe, par exemple. Mais aujourd'hui, on sait aussi qu'une part des difficultés tiennent à la difficulté d'accepter et de comprendre que nous avons des comportements différents, hommes et femmes. Alors là, je ne vais pas vous les développer dans le détail, mais il y a des problèmes de codes langagiers différents. Et puis, il y a des codes sexuels différents, et c'est de ça dont je vais parler. C'est-à-dire que, regardez, un homme et une femme n'ont pas les mêmes modes d'excitation. Les hommes sont très facilement excités dans la phase amoureuse, dans l'amour physique du couple, sont très facilement excités, alors que pour les femmes, il y aura des conditions de l'amour qui vont faire qu'il y a souvent des différences et des malentendus. Et je vais vous parler d'une façon de les résoudre, que j'ai appelé les 5 temps de l'amour, c'est-à-dire que quand on se rencontre, quand on fait une rencontre amoureuse, eh bien effectivement, il va y avoir des temps progressifs de la séduction, mais lorsqu'on vit ensemble, on va ensuite ne plus avoir cette séquence première, qui est toujours nécessaire pour la plupart des femmes, qui n'est plus nécessaire pour la plupart des hommes, et qui vont créer des malentendus. Alors ce que j'appelle les 5 temps de l'amour, c'est à la page 142 de mon livre, vous voyez, je le cherche et je vais vous le lire. Ces 5 temps de l'amour, eh bien si on les respecte,
Je crois qu'on a peu de malentendus. Je vais essayer de vous les faire comprendre. Cette psychologie des différences m'a conduit depuis quelques années à décomposer l'approche intime, dans un couple par exemple, entre un homme et une femme, en 5 temps bien distincts, les temps de la rencontre amoureuse. S'ils sont respectés, au jour le jour, eh bien toutes les incompréhensions dues à la différence des sexes disparaissent. La rencontre intime, lorsqu'on se rencontre pour la première fois. Alors effectivement, lors des rencontres internet par exemple, ça peut quelquefois aller plus vite, mais ça respecte toujours cela. Entre deux inconnus, il y a d'abord une phase de séduction. À l'extrême, les partenaires ne se touchent que des yeux ou de la voix, et on ne se touche pas le corps. Puis il y a une phase de tendresse, on va tenir une main, on va avoir des regards qui se rencontrent, deux lèvres, il va y avoir un baiser, mais on ne va pas plus loin dans le corps. Et puis il y a une phase érotique où le désir mutuel se fait jour, c'est-à-dire qu'il y a de l'excitation par le contact mutuel, peut-être par le contact des peaux. Si il y a consentement, on va arriver à une phase d'excitation, et si cette phase d'excitation est simultanée autant chez l'homme que chez la femme, eh bien, la sexualité fonctionnera toujours. La grande difficulté, c'est que la plupart du temps, c'est cette phase d'excitation qui n'est pas là chez un homme ou chez une femme. Si elle est là chez les deux, il n'y a aucune difficulté. Je vais essayer de vous les décrire maintenant en détail et vous allez comprendre comment nous devons apprivoiser ces réactions sexuelles, ces réactions intimes. La rencontre vient de se produire. Allez, on est en train de revenir en arrière. La rencontre vient de se produire. Le premier contact est celui des regards, qui se cherchent, qui se trouvent, qui se parlent, qui se pénètrent. Cette phrase extraordinaire d'André Breton, en te voyant pour la première fois, c'est sans hésitation que je t'ai reconnu. Je ne pouvais pas te reconnaître, je ne te connaissais pas. Mais j'ai reconnu des images intérieures qui me sont importantes et qui fait que l'attraction va se faire. C'est par le regard que se transmettent les premières émotions et les valeurs personnelles, la sensibilité, la chaleur, la proximité, la distance. Le clignement des paupières, l'inclinaison de la tête, toutes les attitudes que l'on va prendre vont jouer un rôle majeur dans ce moment d'intimité, et c'est là qu'on va apprécier la personne et certainement vouloir aller plus loin, par exemple. Ce sont des signes d'ouverture ou de fermeture. Si je me mets de côté, je détourne le regard, ce n'est pas du tout la même chose que si on se regarde de face avec des gestes qui vont vers l'autre. Cette phase de séduction n'est à mon sens jamais terminée, même dans le couple, même quand on se connaît depuis 10 ans. Elle doit être sans cesse renouvelée. Lorsqu'il y a une difficulté, je parle à des hommes et des femmes que vous êtes, s'il y a la moindre difficulté, revenez dans la séduction et le couple peut redémarrer. Si dans un couple réuni par l'attachement amoureux, le souffle de la séduction s'étiole, le couple prend une autre nature, il va devenir familier, et d'amant, eh bien on va devenir parents par exemple. Mais les parents font pas l'amour de la même façon que les amants. C'est l'un des maux que déplorent tous ceux qui ont perdu le goût de la séduction au quotidien. Ce n'est pas parce qu'on est en couple, pacsé, marié, que l'on vit ensemble, que la séduction doit s'arrêter, car elle est le ferment de la longévité du couple. Le couple, c'est avant tout la séduction. Le deuxième temps, c'est la tendresse. Alors vous allez me dire que même quand ça marche pas trop, eh bien au long cours, on va être dans la tendresse, oui, mais c'est pas la même tendresse. Ce deuxième temps de la rencontre, c'est une phase essentielle de l'apprentissage du partenaire. Et on peut, au fil du couple, se réapprendre. Ce sont des corps qui se touchent par leurs extrémités, les mains, les doigts. C'est une sorte de temps suspendu pour découvrir l'autre. Les lèvres se rapprochent, le baiser, sont des prémices à l'amour, mais ils sont indispensables si on veut que l'intimité se poursuive. Et toujours une sorte de retenue qui fait de cette étape de la tendresse relationnelle, puis corporelle, eh bien un temps essentiel, qui est très distinct de l'excitation. Bien sûr, on peut être excité dès qu'on se voit, mais à ce moment-là, on manque les phases préliminaires qui sont considérablement importantes, et je parle aux hommes qui peuvent écouter, sont très importantes pour les femmes, alors que nous le vivons différemment. La troisième étape, c'est le désir. Le désir, me direz-vous, il est présent dès le début.
Mais c'est possible, bien sûr. Et on peut faire l'amour la première fois, ça existe. Mais pour l'entretenir au long cours, le désir naît du climat de confiance, de tendresse et de séduction. Ce n'est pas encore de l'excitation. Cette distinction est subtile parce que très souvent on va l'oublier et on va être que dans l'excitation. Les femmes la comprennent parce qu'elles l'attendent et qu'elles en ont besoin. Je dis en général parce que c'est vrai pour la plupart. C'est une étape essentielle si nous voulons nous comprendre, c'est-à-dire comprendre nos réactions et celles du partenaire. C'est à ce prix qu'on va accorder les violons, c'est un petit peu ça. Est-il ou est-elle déjà dans la tendresse, ou encore est-il déjà dans le désir? Sommes-nous dans l'excitation? C'est très important de se repérer et de rester longtemps dans la tendresse. L'excitation n'en sera que plus forte. Nous réfléchissons rarement, on réfléchit rarement à la succession de ces trois étapes, c'est-à-dire la tendresse, le désir et l'excitation. Toutes les femmes savent la différence. La plupart des hommes ne la voient pas. Mais je me mets, pour les hommes qui écoutent, dans la même catégorie. Ce temps du désir au sens large, c'est celui de l'érotisme. C'est ce que j'appelle la dimension humaine de la sexualité. Il n'y a que les humains qui fonctionnent comme ça. Aujourd'hui, malheureusement, l'érotisme est très souvent confondu avec la pornographie. L'un suggère l'érotisme quand l'autre montre la pornographie. Pourquoi pas? Si la pornographie excite les deux partenaires, aucune difficulté. Mais si ce n'est que l'un des deux, je crois que l'un des deux doit être attentionné. L'érotisme fait aussi appel à l'imaginaire, au fantasme à dimension esthétique de l'amour. D'une certaine façon, l'érotisme qualifie toutes les pratiques qui ne renvoient pas seulement à l'acte de pénétration. Dans une enquête que j'avais faite en 2011-2012 sur 3400 femmes qui vivaient en couple, 70% des femmes disaient être excitées par l'érotisme, tandis que seulement 30 à 40% disaient simplement que la pornographie les intéressait. La majorité des femmes sont plus intéressées par quelque chose qui est suggéré. La suggestion, la complicité sont certainement des valeurs hautement érotiques pour l'imaginaire féminin. Donc ces temps préliminaires à l'amour sont indispensables. Parce qu'on va arriver à l'excitation. Qu'est-ce que c'est que l'excitation? L'une des grandes difficultés de la progression en amour entre un homme et une femme, entre fille et garçon quand on est plus jeune, c'est que beaucoup d'hommes entrent dans le jeu de l'amour au stade de l'excitation. On va le dire avec des mots triviaux, c'est vrai que l'homme a tout de suite une érection, il bande tout de suite, quand une femme ne va pas forcément bander tout de suite. Donc il y a un climat nécessaire à l'amour qui va être indispensable, il faut que les hommes l'entendent. Toutes les femmes le savent. Toujours pareil, c'est-à-dire comme si pour les hommes, les trois étapes précédentes, séduction, tendresse, désir, qui sont indispensables pour toutes les femmes, eh bien étaient superflues. L'érection immédiate lors des étapes de séduction empêche les hommes de percevoir les subtilités nécessaires à leur compagne pour arriver à l'état d'excitation. Et c'est une source majeure de malentendus. C'est ici l'occasion donc de rappeler que la plupart des femmes ont appris dans l'adolescence à reconnaître les signes de désir, de non-désir, de tendresse, de tranquillité, très différemment de l'excitation. Mais aucun homme n'a appris ça. Elles ont appris à éveiller le désir par des images, par des fantasmes. La plupart des hommes n'en ont pas besoin. Le corps de la femme est excitant par lui-même. C'est une pulsion scopique, c'est l'image qui va être très excitante. Et toutes les femmes ont appris à faire monter l'excitation, à la ralentir, à savoir jouer de cette excitation qui est extrêmement agréable pour une femme, ce que la plupart des hommes ne savent pas. Je dis aux hommes qui écoutent, essayez d'être très attentionnés, très attentifs. C'est intéressant pour une femme tout ce qui prolonge le moment de la fin de l'acte. Comment les femmes ont-elles appris à accéder plus facilement à l'excitation, à laisser monter le désir, à l'amplifier, à se rendre disponible? Tout cela, beaucoup d'hommes ne le savent pas.
Ils imaginent que les femmes ont eu comme eux une sexualité réflexe, spontanée, immédiate. Ben non. La sexualité féminine, elle fonctionne très différemment. Je me souviens d'un homme qui se plaignait de sa partenaire en disant « Ma femme, c'est un diesel, il faut la chauffer avant qu'elle ne puisse démarrer. » Mais non, c'est normal qu'il faille toutes les conditions de l'amour, alors que les hommes n'en ont pas beaucoup. La sexualité de la femme est préconditionnelle et conditionnelle aux conditions amoureuses. La sexualité de l'homme l'est très peu. Pour beaucoup d'entre eux, les hommes, l'étape désir existe peu ou n'a pas existé, tant l'excitation est immédiatement présente avec une érection qu'ils pensent bien sûr infaillible. De quelle manière les hommes ont-ils appris à bander? Si on leur pose la question, ils ne savent pas. L'ont-ils appris un jour? Ont-ils eu besoin d'apprendre? À l'opposé, beaucoup de femmes aiment laisser fluctuer la tension de désir, la faire monter, la ralentir, mais elles savent très bien, pour beaucoup, qu'elles ont mis des années à trouver les moyens de l'auto-excitation et de rentrer dans ce moment d'intimité qu'elles veulent avec leur partenaire. Donc à cette étape, l'accord entre deux sexualités, féminine et masculine, ne se fait jamais facilement, pour des raisons compliquées, anthropologiques que j'explique dans le livre, mais qui sont trop longues à expliquer. Nous avons deux sexualités qui n'ont pas été faites pour vivre ensemble. C'est à nous d'être respectueux, d'être très attentifs pour les hommes. À ce moment-là, vous allez avoir un accord, il n'y aura pas de malentendu. Un petit exercice pour les hommes pour terminer. C'est-à-dire, par exemple, j'apprendrai aux hommes, je leur demande d'apprendre à perdre volontairement l'excitation. Jamais ils ne l'ont fait. C'est-à-dire, être en érection ne demande pas de la volonté. Ça vient tout seul, l'excitation. Je vais vous demander d'apprendre à la faire chuter. Imaginez une situation désagréable. Tiens, demain, j'ai un contrôle fiscal. Je suis menacé de licenciement. Quelque chose de difficile que vous évoquez, peut-être avec votre partenaire. Et vous allez voir de quelle façon on peut perdre l'érection, mais vous allez voir aussi la jouissance à revenir dans l'excitation. Là, vous commencerez à comprendre ce qu'est l'excitation. Afin de mieux la retrouver au moment plus tard, apprendre à jouir des montées et des descentes de cette excitation, c'est-à-dire éprouver l'excitation en vagues successives que connaissent et recherchent la plupart des femmes. Une manière d'approcher l'expérience de la partenaire et de comprendre sa façon de vivre la sexualité. Ce sont donc des petits trucs que j'ai appelés les 5 temps de l'amour, si vous les respectez. C'est-à-dire, par exemple, pour les hommes, si vous êtes tous les jours attentifs dans la séduction, une invitation, un repas, vous allez dire, c'est pas la peine, je te connais, on se connaît depuis 10 ans, 20 ans, mais si, c'est la peine. Vous pouvez séduire chaque jour, vous serez très étonné, il va se passer quelque chose entre vous. Voilà, je termine ici, j'espère que ça vous a intéressé. Je vais vous donner mon actualité. J'ai un autre livre en cours qui est presque à paraître. En 2016, j'étais venu à Dublin, à l'Alliance française, à votre invitation, et c'était très agréable, pour parler d'une bande dessinée avec ma dessinatrice, Laetitia Corinne, qui s'appelle Sex Story. Eh bien, c'était l'histoire de la sexualité, depuis l'origine de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez la trouver sous ce nom ou sur le titre de Une histoire du sexe. Par contre, on avait mis de côté les autres sexualités, des autres continents, des autres civilisations. Ça paraîtra le 28 octobre prochain, dans un peu plus d'un mois, sous le titre L'incroyable histoire du sexe, les autres mondes, c'est-à-dire dans toutes les autres civilisations, le Moyen-Orient et les 1001 nuits, la Chine, l'Inde, le Japon, c'est-à-dire toutes les différences que font l'amour, que sont l'amour et la sexualité dans les autres cultures. Donc merci à vous, merci de cet accueil, et avec grand plaisir lorsqu'on en reparlera ensemble. À bientôt.